De ce jeudi 17 janvier de la douane burkinabé, elle vient de démanteler un réseau spécialisé dans le contournement de la douane de fausses plaques d'immatriculation. Plus de 110 véhicules ont été saisis. Des retards de plus en plus récurrents dans l'exécution des chantiers de l'État. C'est une enquête du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, qui s'indigne. Il note également un déficit de communication avec les populations affectées par les projets. L'offensive séduction se poursuit pour la délégation du FESPACO en Europe. Après Paris, Bruxelles, capitale de l'Union européenne, a abrité ce jeudi la conférence internationale de présentation de l'édition 2019 de la Biennale du cinéma africain. Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 19h30. Cette information triste pour commencer, le géologue canadien Kirk Woodman, enlevé dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier par des individus non identifiés, a été retrouvé mort hier mercredi à Beiga Salmoussi, département de Gorom-Gorom. Annonce faite ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari. L'enquête a commencé depuis 6 mois et les résultats sont plutôt révélateurs. Des véhicules qui circulent avec de fausses plaques d'immatriculation. Les services des douanes ont saisi 113 pour l'instant. De quoi susciter cette série d'interrogations? Comment les faussaires procèdent-ils? Pourquoi les services compétents de l'État n'arrivent pas à déceler les irrégularités à la base? Qui sont les victimes et quelles sont les précautions à prendre par les propriétaires? Élément de réponse avec Kwame Hervé Dapa. Comme ces voitures, stationnées ici au bureau des dédouanements des véhicules automobiles, elles sont 73 qui sont tombées dans les filets des services des douanes. Leurs plaques d'immatriculation sont fausses. Elles n'ont donc pas été dédouanées. Les faussaires utiliseraient plusieurs procédés. L'un d'entre eux consisterait à produire eux-mêmes des plaques d'immatriculation par des circuits parallèles. Dans cette technique de fabrication de fausses immatriculations, nous constatons que les faussaires possèdent toute l'industrie qui permet de produire des fausses cartes grises et des fausses plaques d'immatriculation parallèles. Ils les utilisent donc pour couvrir la circulation de véhicules qui n'ont pas accompli les formalités de dédouanement. Il y a aussi ces plaques d'immatriculation délivrées par les services de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, mais sur la base de faux papiers de dédouanement. De par ce procédé, des individus constituent un dossier de demande d'immatriculation composé de faux documents, obtenus à l'aide de faux cachets, imitation de signatures, etc. et les déposent au service des immatriculations. Ces services n'ayant pas souvent la possibilité de vérifier l'authenticité des documents, attribuent un numéro d'immatriculation au véhicule alors que celui-ci n'a pas en réalité accompli les formalités douanières. Plusieurs véhicules seraient concernés très souvent à l'insu de leurs propriétaires, trompés par des transitaires véreux. Alors, les services de douane encouragent les usagers à vérifier l'authenticité de leurs plaques d'immatriculation. Les usagers qui désirent faire des vérifications voudront bien envoyer un SMS au numéro plus 226 70 21 03 23 ou un email à l'adresse douanebva@yahoo.com comprenant les informations suivantes: la marque et le type du véhicule, le numéro de châssis complet du véhicule, le numéro d'immatriculation du véhicule. L'enquête qui a commencé depuis 6 mois aurait permis d'arrêter plusieurs faussaires. Les opérations de régularisation ont déjà rapporté 140 millions de francs CFA en termes de recettes douanières et 85 millions de francs CFA pour les pénalités.
C'est un constat. Il y a trop de problèmes dans la mise en œuvre des projets routiers au Burkina Faso. Des retards importants dans l'exécution des chantiers, un déficit de communication avec les populations affectées par les projets et une faible implication des collectivités et des organisations de la société civile. Une enquête menée par le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, confirme ces manquements. Les résultats de l'enquête ont été présentés ce jeudi. Ils s'inscrivent dans le cadre du suivi citoyen. Rémi Lambert-Nébier. 3 routes en phase de construction ont été utilisées comme échantillon pour cette enquête. Il s'agit des travaux de bitumage de la section urbaine de la RN4 à Ouagadougou, de la RN29 Mangazabré et de la bretelle Kantiali-Diapara, frontière du Bénin. Le rapport de cette enquête fait le même constat. Leurs constructions sont toutes affectées par un grand retard, aussi bien dans le délai de leur achèvement que celui de leur démarrage. Par exemple, l'aménagement de la voie qui passe devant l'hôpital Yalkado Ouedraogo était censé finir le 31 décembre 2017. Mais à la date du 18 octobre 2018, le taux de réalisation des travaux était seulement de 66,5%. La RN29 Kantiali-Diapara, frontière du Bénin, elle, a été lancée officiellement en décembre 2017, mais ce n'est qu'en novembre 2018 que les travaux ont débuté. Cette enquête menée par le Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, rentre dans le cadre de son projet suivi citoyen. Donc on voulait partager un peu les premiers résultats et voir ce que nous pouvons faire, par exemple pour l'année 2019. Toutes ces questions-là, bon, c'est des questions qu'on va discuter avec les uns et les autres pour voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour aller un peu plus loin. L'enquête a été menée conjointement avec le ministère des Infrastructures qui se veut ouvert au contrôle citoyen. Ce contenu-là aura une valeur ajoutée dans l'amélioration des choses. En fait, c'est ce qui est important. Alors, sinon, pour certaines récriminations, particulièrement, je note qu'il y a un peu de sévérité, mais tout dépend aussi de l'explication qu'on peut donner. Parce que vous regardez, ce sont des gros chantiers. Je donne chaque fois l'exemple de nos petits chantiers que nous avons avec nos maçons. Et même là, ce n'est pas évident. N'en parlons pas de gros chantiers. Et donc, c'est pour cela que je dis, à la faveur de cet atelier, je pense que le RENLAC, tout comme les autres acteurs, comprendront certaines choses. Et puis, ils vont être en tout cas notre relais pour aussi, j'allais dire, donner la vraie information. Étant entendu que le but visé, c'est vraiment l'amélioration. Le RENLAC recommande d'ores et déjà au gouvernement de toujours s'assurer de la capacité effective des entreprises à réaliser les travaux et de démarrer les travaux avant les lancements officiels. Aux partenaires techniques et financiers, le Réseau national de lutte anticorruption recommande de toujours s'assurer que toutes les conditions de financement des projets sont réunies avant de décaisser les fonds. À la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, le sourire est affiché et il est large, car 2018 a été riche en affaires. Malgré la situation sécuritaire difficile, de quoi être plus ambitieux en 2019, d'importants projets sont activés pour accompagner le secteur privé burkinabé et l'économie nationale. Sandrine Zougouri. En 2018, elle a été le moteur d'un secteur privé fort et prospère. Une année d'engagement aux côtés des hommes d'affaires et le résultat est probant. Plus de 12 400 entreprises créées en 2018. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso poursuit ainsi l'exécution de son plan de mandature 2016-2021. La réception et le traitement de plus de 3 millions de tonnes de marchandises sur nos plateformes économiques. La création et le lancement officiel du centre d'appel sur les préoccupations des entrepreneurs. La tenue des forums Africalia exceptionnels les 22 et 23 février 2018 avec 700 participants au total. La caravane d'appui aux entreprises qui a mobilisé environ 2745 participants et qui a permis de réaliser 101 consultations juridiques et 306 rencontres B2B. Des résultats obtenus grâce à l'engagement d'un personnel qui a tout de même quelques doléances pour remplir au mieux sa mission. Nos préoccupations, comme vous l'avez certainement entendu, ont porté sur les conditions de travail pour lesquelles nous avons demandé l'accompagnement de nos premiers responsables pour renforcer nos équipes et aussi pour nous
mettre dans des cadres un peu meilleurs et des conditions meilleures de travail et de rendement bien sûr. En ce début d'année 2019, les chantiers sont énormes pour la Chambre de commerce et d'industrie. Si le taux d'exécution de certains projets est estimé à 100%, d'autres par contre sont au stade embryonnaire. Pour ce qui concerne, je vais dire, les négociations pour le port sec de Bobo-Dioulasso, on peut dire qu'à 100%, ce qui était donc la mobilisation des fonds, ça c'est bouclé. Pour ce qui concerne le port sec de Ouagadougou, les études sont suffisamment avancées, notamment les études d'opportunité, les conditions de travail évidemment, il y a l'exiguïté des locaux parce que, comme vous comprenez très bien, la Chambre de commerce a beaucoup recruté ces dernières années et il se trouve à l'étroit et le président prévoit donc la construction du nouveau siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Peut-être que tout le projet ne pourra pas être réalisé compte tenu de l'ampleur de ce que peut devenir le siège. Ces résultats sont le fruit d'un engagement collectif et avant d'entamer la nouvelle année, une petite récréation. Les travailleurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso se retrouvent pour trinquer et se présenter les vœux de santé, de succès et de paix, tout en espérant que l'année 2019 soit plus fructueuse que 2018. Dans le secteur des télécommunications, le Burkina Faso entre bientôt dans la 4G. Orange Burkina vient d'acquérir la licence. Elle vaut 80 milliards de francs CFA déboursés. La société a déjà versé la moitié de ce montant à l'État burkinabé. Orange qui veut donc passer à la vitesse supérieure en termes de débit Internet. Roméo Kuita. Un acte qui annonce peut-être une nouvelle ère de la téléphonie mobile au Burkina Faso. Le décret paraphé par le ministre en charge du développement numérique octroie officiellement la licence 4G à Orange Burkina. Une nouvelle aventure pour les consommateurs des services électroniques qui devraient pouvoir expérimenter une autre dimension d'Internet haut débit. Ça va donner un coup d'accélérateur au processus de digitalisation de notre pays. Il y a beaucoup de plateformes intelligentes qui pourront être accessibles. Ça va donner un coup d'accélérateur au système e-éducation. Donc les élèves, les étudiants vont avoir accès facilement aux ressources éducatives. Orange renouvelle aussi ses licences 2G et 3G pour 15 ans chacune, en plus de l'acquisition de la licence 4G. Cette dernière a coûté 80 milliards de francs CFA à la société, qui a déjà versé la moitié au gouvernement. Une attitude qui, selon les premiers responsables de la société, dénote de l'engagement du réseau orangé à offrir de meilleurs services Internet à ses clients. La 4G et surtout cette licence technologiquement neutre apporte un changement majeur dans l'écosystème de la téléphonie au Burkina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie devient neutre. Nous n'avons donc désormais que des obligations de qualité et de couverture sur des services précis. Donc la voix, l'Internet, par exemple, peu importe la technologie. Donc si nous pouvons assurer ces exigences de qualité et de couverture à travers quelques technologies que ce soit, c'est ce que nous ferons. Donc aujourd'hui, nous allons tout faire pour satisfaire l'ensemble de nos usagers suivant les différents segments du marché par les différentes technologies à notre disposition. La licence acquise, certes, mais il faudra encore du temps à cette société de téléphonie mobile pour implanter cette nouvelle technologie au Burkina Faso. Une chose est de déployer cette nouvelle technologie, une autre chose est de permettre aux utilisateurs d'avoir des terminaux, des téléphones compatibles 4G pour bénéficier de cette nouvelle technologie. Et ça, ce challenge, le gouvernement va faire face pour déployer des politiques, des moyens pour accompagner les consommateurs à avoir en tout cas des terminaux qui sont compatibles 4G pour bénéficier de cette nouvelle technologie. Mais en attendant la disponibilité de ces terminaux, Orange s'est engagé à travers la signature de ces documents à respecter strictement les cahiers de charges de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ce bel exemple de complicité entre conseil municipal et administré, ça donne une mobilisation sociale avec comme résultat la réalisation d'infrastructures sanitaires. Nous sommes à Boussouma dans le centre-nord. Le centre médical de cette commune rurale vient de bénéficier de 3 salles d'hospitalisation. Madina Sino.
Le centre médical ici est érigé sous, en tout cas, l'ancien modèle de construction des CSPS. Donc nous avons juste une salle d'hospitalisation, de mise en observation qui comptait 6 lits. Et dans cette salle-là, nous hospitalisons et les enfants, et les femmes, et les hommes. Ces difficultés se conjuguent désormais au passé. Le centre médical de Boussouma, dans le centre-nord, dispose maintenant d'un bâtiment flambant neuf composé de 3 salles d'hospitalisation d'une capacité de 7 lits chacune. Financée à hauteur de 30 millions de francs CFA, cette infrastructure est le fruit de la collaboration entre la municipalité et la population. Nous avons construit ce bâtiment par une inscription budgétaire à une session budgétaire où nous avons eu l'explication du MCD, médecin-chef du district, et nous avons également eu l'accompagnement de la population en termes de mobilisation sociale pour contribuer physiquement à la construction de ces ouvrages. La mobilisation également dans les villages pour permettre le ramassage d'agrégats facilement. Et cette collaboration manifeste, selon la municipalité de Boussouma, son engagement à accompagner la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Alors, il faut dire que c'est les engagements du président du FASO de réaliser d'ici à 2020 des infrastructures sanitaires afin que les populations ne marchent pas plus de 5 km pour atteindre une formation sanitaire. Et c'est pour marquer en fait cet engagement que le gouvernement entreprend la réalisation d'infrastructures sanitaires sur le territoire national. Et nous nous réjouissons de constater qu'il y a des partenaires tels que les municipalités et les populations qui accompagnent le gouvernement dans cette dynamique-là. Si les populations et la municipalité ont pu réaliser cette infrastructure, il reste l'équipement et le ministère de la Santé fournira des efforts afin que cette formation sanitaire puisse bénéficier de lits, de matelas et bien également d'une ambulance. La construction et l'équipement du laboratoire du centre médical, l'installation d'un fourrage avec un système d'adduction d'eau potable simplifié et extension dans tous les bâtiments. Ce sont entre autres les doléances des responsables du centre médical de Boussouma aux autorités du ministère de la Santé. Et ces doléances trouveront satisfaction, foi du représentant du ministre de la Santé. Un reportage de Madina Sino avec la voix d'Abdourazak Traoré. En temps de crise, toutes les énergies devraient être mobilisées pour faire front et la culture demeure l'une des armes essentielles de la résistance. La résistance à la haine, aux divisions, à la violence. Message livré au panel sur le rôle des artistes dans un climat d'insécurité. Kwame Vedapa. La salle du Sénasa aux 2 tiers vide pendant que l'un des conférenciers expose sur le rôle des artistes dans un climat d'insécurité. C'est peut-être le signe que la mémoire collective n'a pas encore saisi toute la prépondérance de la culture en temps de crise. Et c'est parce que c'est dans les camps de crise, quand eux, ils n'ont plus les solutions pour parler à tout le monde, qu'en ce moment-là, on se souvient que nous existons et que nous avons quelque chose à dire. Et c'est très important d'occuper, comme nous occupons, la place maintenant pour faire signe de notre rôle et de l'exigence de la considération que nous devons avoir en tout temps, pas seulement en temps de guerre. Mais en temps de guerre, que devrait faire l'art? Appeler à résister. Mais à résister de quelle manière? Dans les productions poétiques, dans les productions de chansons, dans les productions littéraires, il est impérieux que l'artiste soit inscrit dans ceux qui construisent les ponts entre les hommes, plutôt que celui qui passe le temps à ériger les murs. L'autre forme de résistance résiderait dans la capacité d'amener les hommes à venir au spectacle, même quand on les armes. Je fais partie de ceux qui pensent que la culture, les expressions culturelles, c'est-à-dire les théâtres, les expositions, les concerts, peuvent être, comme mon dernier album, une forme de résistance pacifique, mais de résistance quand même. Dans toute la multitude d'expressions artistiques peintes par les conférenciers, l'art oratoire a été désigné comme celui auquel il fallait accorder une attention particulière
tant il est doté d'une puissance aussi bien bienfaisante que dévastatrice. Du courage. C'est assez, en avant, c'est assez, réveillez-vous. Le vautour ne craint que le bâton. C'est assez, en avant. Voilà pour le message. Au Fonds de développement culturel et touristique, on veut se donner toutes les chances de succès des projets à financer. La gestion efficace et efficiente des projets, c'est ce qui est enseigné depuis ce matin aux porteurs de projets avant la mise en œuvre donc, de ces projets. 870 milliards de francs CFA sont à partager. Madina Sim. Après la proclamation des résultats du deuxième appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique pour financement, l'heure est à la formation. Les 48 bénéficiaires du dit projet en conclave ici à Ouagadougou renforcent leurs connaissances sur la gestion efficace et efficiente de leur projet. Effectivement, nous avons bien accueilli cette initiative qui venait à point nommé. Véritablement, la réalisation du projet va permettre déjà d'améliorer la qualité de nos services, d'accroître la capacité d'accueil, d'améliorer aussi le niveau des emplois et d'accroître également le nombre d'employés. 5 modules au total, dont la gestion des contrats, les mécanismes de suivi et évaluation du projet, les techniques budgétaires et la nomenclature des pièces justificatives seront dispensés à ces porteurs de projets. Il ne s'agit pas d'une manne, c'est de l'argent public qu'on donne et nous attendons d'eux des résultats concrets, palpables et mesurables. Et à cet effet, il nous faut nous accorder sur comment conduire ces projets-là. Ils ont été bénéficiaires, c'est vrai, mais une chose est de monter un projet et une autre chose est de le conduire jusqu'au bout avec les résultats que nous escomptons ensemble. C'est l'objectif principal de cette formation, afin qu'ils aient les outils et les capacités nécessaires pour gérer au mieux ces projets-là. Pour accomplir sa mission d'accompagnement financier, le Fonds de développement culturel et touristique dispose de plus de 800 millions de francs CFA. 48 projets, dont 29 pour subventions et 19 pour prêts, ont été retenus à l'issue du deuxième appel à projet. Paris, le 15 janvier, Bruxelles, ce jeudi, la délégation du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou poursuit ses conférences internationales de présentation de l'édition cinquantenaire. Le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, et son équipe tentent de rassurer les partenaires techniques et financiers sur la tenue effective du FESPACO 2019 et dans la sécurité. Tout à l'heure, vous aurez donc le point de cette conférence avec notre envoyé spécial Alfred Tchoye. Mais en attendant, mémoire et avenir des cinémas africains, c'est le thème de cette 26e édition du FESPACO, un thème en phase avec la spécificité de l'édition. Il s'agira de repenser le cinéma africain pour lui donner plus d'envergure. Les acteurs du 7e art qui ont assisté aux conférences de Paris et de Bruxelles n'entendent pas se laisser compter l'événement. Et ils seront à Ouagadougou en fin février prochain. On les écoute. D'abord, en tant que Burkinabé, je suis fière que le FESPACO ait 50 ans cette année. Ça veut dire qu'on a tenu bon. Et évidemment, il y a eu un programme qui a été dévoilé pendant cette conférence de presse qui est très très encourageant et on s'en va pour la compétition. J'ai eu la chance d'avoir aussi des mentors qui m'ont suivi, qui m'ont conseillé, notamment Idrissa et aussi même Gaston. Donc je pense aussi que notre rôle en tant que génération qui est prochaine, c'est à nous d'aller vers eux. Il ne faut pas aussi s'asseoir et attendre en se disant que la transmission va se faire toute seule et que c'est les anciens qui doivent automatiquement aller vers nous. C'est aussi à nous d'aller vers eux, c'est aussi à nous de courir après eux, et puis évidemment comme un enfant court après son père. Et je pense que quand on fait cet effort-là, je pense que la transmission pourra être faite. Il y a des musiques, il y en a qui s'y réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Au fur et à mesure d'évolution des choses, les cinéastes n'ont pas toujours les budgets pour faire la musique. Hein? C'est au dernier moment. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que si la musique colle au dialogue et aux images, ça donne une autre dimension. Regardez-moi, écoutez-moi Shaft. Vous connaissez Shaft? Un grand film. Il a été connu par la musique. Il y a beaucoup de films
qui ont été connues grâce aux musiques. Donc il y a l'histoire que raconte le cinéaste, il y a les dialogues, et puis il y a la musique. Après donc Paris, c'est Bruxelles, capitale de l'Union européenne, qui a accueilli la conférence internationale donc, du FESPACO. L'édition 2019 a été présentée aux acteurs du cinéma sur place. Alfred Thuy. Une rencontre avant l'heure, Abdul Karim Sango, un véritable défenseur de la cause du FESPACO à l'international. Il est reçu ici au siège des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique à Bruxelles, par son secrétaire général Patrick Ignatius Gomez. Nous sommes venus d'abord dire merci aux ACP, à l'Union européenne, qui sont des partenaires historiques du FESPACO. Leur dire que plus qu'hier, le FESPACO est un patrimoine qui leur appartient aussi. Et que nous les encourageons à s'engager davantage dans la réalisation de cet événement. Mais nous sommes venus surtout les rassurer que, en dépit des petits bruits qui sont entendus ça et là, le gouvernement du Burkina Faso, dont l'efficacité en termes d'organisation d'événements n'a jamais été mise en doute, s'est donné tous les moyens afin que ce festival se déroule dans les conditions optimales de sécurité. Le même exercice sera réédité quelques minutes plus tard, mais cette fois-ci devant un parterre de professionnels du cinéma et des partenaires du FESPACO. C'est une véritable opération de charme qu'exerce ici la délégation du FESPACO dans la capitale européenne. Tour à tour, le délégué général du FESPACO, Ardio Mansouma, le cinéaste Gaston Kaboré se livrent à un jeu de séduction. Ils sont soutenus par le ministre Sangou. Dans ce contexte économique extrêmement difficile, c'est un budget d'à peu près 1 milliard de francs CFA que le gouvernement du Burkina Faso a mis à la disposition du FESPACO pour la célébration de la 26e édition et du cinquantenaire, traduisant évidemment tout l'engagement. Je dois dire aussi que je suis tenu de faire un rapport périodique au président du Faso pour s'assurer que tout avance dans l'ordre. Je suis la question de très près. Dans cette optique, le gouvernement a inscrit au cœur de ses priorités le renforcement de la qualité technique et artistique du festival et le développement du marché international du cinéma et de l'audiovisuel, espace industriel du festival. Créé en 1969 et institutionnalisé en 1972, le FESPACO a aujourd'hui 50 ans, dont plusieurs années de partenariat avec l'Union européenne, Africalia, Wallonie-Bruxelles et bien d'autres organisations. Considéré comme l'un des plus grands festivals de cinéma d'Afrique, la 26e édition cinquantenaire du FESPACO sera le lieu pour les professionnels et les partenaires de dégager des perspectives pour le cinéma africain. C'est du reste tout l'enjeu de ces conférences internationales de promotion de la Biennale du cinéma africain qui s'achève ce 17 janvier ici à Bruxelles, en Belgique. Cette édition qui s'achève. Merci de nous avoir suivis. Mais restez avec nous. 20h15, le journal en langue nationale Moré avec Irianata Ouina. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.